Romalee Pierce a d'abord remarqué la chaleur accablante en descendant du bus Greyhound dans une ville anonyme du Nevada. L'air ondulait sur l'asphalte, et les seuls bruits étaient la circulation au loin et le bourdonnement sourd des cigales. Elle était sur la route depuis des semaines, espérant que chaque nouvelle étape la rapprocherait d'un rêve de paix inexprimé. N'ayant nulle part où aller, elle se laissa guider par son instinct jusqu'au Rusted Trail Diner, un café en bord de route qui annonçait un petit déjeuner servi toute la journée sur une enseigne au néon délabré. À l'intérieur, le restaurant était sombre et relativement frais. Quelques ventilateurs de plafond fatigués tournaient au-dessus de la table, aérant une odeur persistante de café, de bacon frit et de sièges en vinyle poussiéreux. Derrière le comptoir, une serveuse d'âge mûr, Ellery Quimby, souriait poliment. Quelque chose dans le regard d'où d'Ellery rappela à Romalee une tante lointaine qu'elle aimait tendrement mais qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Attirée par cette touche de chaleur, Romalee choisit un tabouret au fond du comptoir et posa son petit sac de sport à ses pieds. Elle commanda une tasse de thé au jasmin, son petit rituel de réconfort dans les lieux inconnus. La tasse en porcelaine arriva avec une légère fissure, et la vapeur montait en une fine volute. Romalee enveloppa ses doigts de sa chaleur, laissant le subtil parfum floral l'apaiser. L'espace d'un instant, elle se sentit reconnaissante d'avoir trouvé un endroit à l'abri de la chaleur du désert. Ce sentiment de paix fut brisé lorsqu'un homme grand et large d'épaules poussa la porte du restaurant. La sonnette au-dessus de sa tête résonna en signe de protestation tandis qu'il entrait d'un pas lourd. Sa veste en cuir était marquée de taches mystérieuses, et son visage était marqué par la tension, ponctué d'une cicatrice cicatrisée depuis longtemps le long de sa mâchoire. Le nom brodé au-dessus de sa poche était celui de Cyrus. Et à la façon dont il observait la pièce tel un prédateur mesurant son territoire, il était clair qu'il attendait soumission plutôt qu'accueil. Romalee sentit immédiatement le danger. Elle avait déjà rencontré des hommes comme lui ou des hommes qui s'épanouissaient dans l'intimidation et s'épanouissaient encore plus lorsqu'ils trouvaient quelqu'un de vulnérable. Décidant de ne pas croiser le regard, elle baissa les yeux vers le thé, se concentrant sur la vapeur tourbillonnante comme si elle pouvait la protéger de l'attention de Cyrus Bray. Il s'installa dans une cabine, ne commandant d'abord rien, se contentant de regarder. Ellery s'approcha de lui avec hésitation, lui demandant s'il voulait un café. Il répondit par un grognement et un geste dédaigneux de la main. Lorsqu'elle tenta de lui demander s'il avait besoin du menu, il la fusilla du regard jusqu'à ce qu'elle recule. Romalee priait pour qu'il la trouve inintéressante. Elle ne pouvait se permettre la confrontation. Son sac de sport contenait tout ce qu'elle possédait, principalement des vêtements et un journal usé, rempli de pensées éparses. Les ennuis n'étaient pas ce dont elle avait besoin. Elle en avait assez pour toute une vie. Mais le destin avait d'autres plans. Le regard de Cyrus se posa sur elle, se posant sur sa tasse de thé. Peut-être était-ce dû au fait qu'elle ne le regardait pas. Peut-être perçut-il un léger tremblement dans sa posture et sentit-il la peur. Quelle qu'en soit la raison, il quitta brusquement sa banquette. Ses lourdes bottes résonnèrent sur le linoléum usé du restaurant. Romalee le sentit approcher avant même de réellement remarquer sa présence. Son ombre tomba sur elle et sur le thé. Lentement, elle leva les yeux. Son ricanement révéla une dent de devant ébréchée. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle pour demander de l'aide, mais seuls quelques camionneurs épuisés étaient présents, et ils semblaient incertains. Le silence pesant qui régnait dans le restaurant amplifiait chaque seconde de tension. Sans un mot, Cyrus tendit la main. Ses doigts s'enroulèrent autour de l'anse de sa tasse. Romalee essaya de se dégager, mais il lui arracha la tasse des mains. Le temps semblait ralentir. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais il n'en sortit qu'un petit hoquet. Puis, à sa grande surprise, il renversa la tasse et versa le liquide fumant sur son visage. Une chaleur brûlante et une douleur vive lui explosèrent la peau. Elle cria, titubant en arrière et manquant tomber à genoux. Le thé était brûlant, et maintenant, il lui collait aux joues et au menton comme un tison brûlant. Clignant des yeux à travers des larmes soudaines, Romalee essaya de se stabiliser, les bords de sa vision brouillés par la douleur et la peur. Ellery Quimby halta d'horreur. L'un des camionneurs jura à voix basse, se levant à moitié de son siège, mais ne sachant que faire. Cyrus lança un regard noir à Romalee, comme pour la mettre au défi de riposter, un sourire crispé au visage. C'était un air de triomphe, l'expression d'un homme qui aimait la cruauté pour elle-même. Il s'approcha, les poings serrés. C'est alors que Romalee entendit le léger grincement d'une chaise provenant d'une cabine d'angle. Alors qu'elle essuyait le liquide brûlant de ses yeux, elle aperçut une silhouette debout, un homme grand, aux cheveux argentés, coiffé d'un chapeau de cow-boy classique. Ses traits étaient marqués par une certaine rudesse,
une assurance tranquille gravée dans chaque trait de son visage. À cet instant, malgré sa douleur, elle le reconnut. Clint Eastwood. Tout le monde semblait retenir son souffle. Cyrus se retourna, lançant un regard noir au vieil homme, et l'espace d'un instant, la confusion passa dans son regard. Était-ce un dur du coin ou un simple passant? Mais la posture d'Eastwood dégageait une autorité qui ne demandait ni n'avait besoin d'explication. Il jeta un coup d'œil à Romalet pour s'assurer qu'elle était toujours debout, puis reporta son regard sur Cyrus. Ils n'échangèrent pas un mot au début. Cyrus se tendit, comme s'il hésitait entre se jeter sur elle ou reculer. Clint Eastwood fit un pas en avant, se positionnant discrètement entre Romalet et son agresseur. Sa présence irradiait une force sereine, celle qui émanait d'années d'expérience, acquise en partie sur des plateaux de tournage poussiéreux, en partie dans le monde réel, d'une manière que peu de gens connaissaient. Le cœur de Romalet battait fort dans sa poitrine. La douleur illuminait encore son visage, mais la menace de nouvelles violences pesait sur elle. Elle essaya de formuler des mots, un merci ou une supplication, mais tout se brouillait derrière sa douleur. Ellery se précipita avec une serviette propre, la pressant doucement contre la joue de Romalet et murmurant des assurances que de l'aide viendrait bientôt. Les autres clients commencèrent à sortir de leur stupeur. L'un d'eux chercha son téléphone pour appeler les autorités. Les narines de Cyrus se dilatèrent tandis qu'il contemplait Eastwood. Le silence dans le restaurant était pesant, comme si le moindre bruit soudain pouvait déclencher une explosion. Finalement, Cyrus grogna. « Tu ferais mieux de t'écarter, vieil homme. » Mais Eastwood ne bougea pas. Il garda simplement cette attitude posée, le regard fixé sur le motard. Lorsque le hurlement lointain des sirènes parvint à leurs oreilles, Cyrus s'empressa d'agir. Il se retourna et se précipita hors du restaurant. Les camionneurs à l'arrière se sont précipités pour le suivre, mais au moment où ils ont atteint le seuil, ils n'ont vu que la poussière soulevée par une moto en marche alors que Cyrus disparaissait sur l'autoroute. Romalet tremblait, s'appuyant sur Ellery. Son visage palpitait, des larmes et des restes de thé se mêlant à sa peau. Eastwood s'approcha, l'inquiétude perceptible dans la façon dont il inclinait la tête, scrutant ses blessures. « Doucement, dit-il doucement, la guidant doucement vers une banquette proche pour qu'elle puisse s'asseoir. Elle serra la serviette contre son visage, essayant d'étouffer des sanglots de douleur et de choc. Quelques minutes plus tard, des voitures de police arrivèrent sur le parking, gyrophares allumés sous le soleil accablant de midi. Les ambulanciers se précipitèrent à l'intérieur avec une trousse de premiers secours. Romalet les laissa soigner son visage brûlé, grimaçant à chaque contact. Elle ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil à Eastwood, qui observait les médecins avec une attention silencieuse. Il ne faisait aucun doute que sa présence avait empêché l'agression de dégénérer. Un adjoint a interrogé les clients surpris. Ellery a identifié Cyrus grâce au patch sur sa veste, un gang de motards local à la réputation redoutable. La rumeur s'est répandue que le coupable avait des antécédents de violence, bien qu'aucune inculpation officielle n'ait jamais été retenue. L'estomac de Riley se serra. S'il s'était enfui, qui savait s'il reviendrait, et quand? Alors que les ambulanciers terminaient d'appliquer une pommade rafraîchissante sur les brûlures de Romalet, Clint Eastwood se baissa pour ramasser la tasse de thé vide. Une fine toile d'araignée de fissure s'était formée à sa surface. Il la posa délicatement sur le comptoir, comme une preuve ou un symbole des violences matinales. Puis il se glissa dans la cabine en face de Romalet et lui parla d'une voix basse et rassurante. « J'ai vu beaucoup de gens qui pensent pouvoir faire valoir leur influence. Mais vous êtes en sécurité maintenant. » Romalet, la voix encore tremblante, demanda « Pourquoi a-t-il fait ça ?» Les larmes lui montèrent à nouveau aux yeux. Je ne le regardais même pas. Eastwood expira, son regard dérivant vers la porte du restaurant, comme s'il s'attendait à moitié à ce que Cyrus réapparaisse. « Des hommes comme ça n'ont pas besoin de raison, répondit-il. Ils voient une occasion de blesser quelqu'un qui ne se défend pas, et ils la saisissent. » La conversation se tut lorsqu'un policier s'approcha, feuilletant son carnet. Il demanda à Romalet une déposition, souhaitant tous les détails de l'agression. Elle lui raconta ce qu'elle put, mais son esprit se remplissait de questions. Qui était vraiment Cyrus Bray? Pourquoi était-il si furieux? La poursuivrait-il à nouveau, surtout maintenant que la police avait une raison de le poursuivre? En regardant Eastwood, elle ressentit un calme surprenant. Quelque chose dans sa présence lui murmurait « Tu n'es pas seul dans cette situation ». Elle s'accrocha à ce bref réconfort tandis que l'officier prenait des notes. Les ambulanciers se tenaient à proximité, et Ellery lui tapota l'épaule pour la soutenir.
Une fois la poussière retombée, l'adjoint promit qu'il traquerait Cyrus. Pourtant, Romalley perçut une lueur de doute dans son regard. Peut-être savait-il que les routes du désert pouvaient engloutir un homme comme Cyrus Bray trop facilement. Après tout, ce n'était pas le genre d'endroit où les criminels se faisaient toujours prendre. Clint Eastwood se leva et prit son portefeuille, avec l'intention de payer son repas restant. Puis il marqua une pause et se tourna vers Romalley. « Tu as besoin d'un moyen de transport ? Ou d'un endroit où aller ?» demanda-t-il doucement. Elle hésita, ravalant une vague d'anxiété. Les ambulanciers lui avaient conseillé de se reposer et de garder le visage frais et propre. Un élan d'indépendance obstiné lui donna envie de dire non, de prétendre qu'elle se débrouillerait toute seule. Mais la douleur brûlante et lancinante dans sa joue et la terreur persistante provoquée par l'attaque soudaine de Cyrus lui indiquèrent le contraire. « Je n'ai nulle part où aller », admit-elle d'une voix tremblante. « J'avais prévu de continuer à voyager, mais je ne peux pas encore partir. » Ses yeux se posèrent sur le bloc-notes du policier, pensant à la déclaration qu'elle venait de faire. « Peut-être qu'ils auront besoin de moi ici. » Eastwood inclina la tête d'un air compréhensif. « Je loge au Desert View Motel, juste en bas de la rue. Ils ont généralement quelques chambres libres. Si vous cherchez un endroit, ce pourrait être un bon endroit pour la nuit. Et pas cher. » Il marqua une pause, comme s'il pesait le pour et le contre. « Si Cyrus revient, eh bien, il vaut mieux que quelqu'un sache où tu es. » Romalley ressentit un étrange mélange de gratitude et de gêne. Elle n'avait pas l'habitude qu'on s'inquiète pour elle. Mais le souvenir du thé brûlant versé sur sa peau était encore frais, et l'idée d'affronter Cyrus seule la fit frissonner. « Merci, » murmura-t-elle. « Je vais voir s'ils ont une chambre. » Ainsi commença la journée la plus longue de son voyage, une journée qui avait débuté par une quête pleine d'espoir de repos et qui s'était terminée le visage bandé et le cœur battant à tout rompre, consciente d'avoir peut-être gagné un ennemi puissant. Pendant tout ce temps, une question silencieuse la hantait. Serait-ce juste le début de quelque chose d'encore plus sombre ? Elle ne savait pas que les jours et les semaines à venir révéleraient des vérités auxquelles elle ne s'attendait pas, et pousseraient Clint Eastwood et elle dans une confrontation avec des forces dangereuses qui se cachent juste sous la surface brûlante du désert. Romalley resta assise dans un coin tranquille du restaurant bien après que l'agitation se fut calmée, le visage encore irrité par le thé brûlant et l'esprit bouleversé par le choc. La panique initiale avait peu à peu laissé place à un silence pesant et contemplatif. Dehors, le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur le parking, où des voitures de police se tenaient comme des sentinelles silencieuses. À l'intérieur, l'atmosphère était feutrée. Chaque client semblait perdu dans ses pensées, hanté par la violente interruption d'une journée pourtant ordinaire. Ellery Quimby, la serveuse au grand cœur, était restée près de Romalley, la rassurant gentiment et lui offrant de l'eau fraîche. À force de petites tapes dans le dos et de murmures de sympathie, Ellery tentait de recoller les morceaux d'un sentiment de sécurité brisé. Romalley, les yeux baignés de larmes, avait du mal à avaler une gorgée d'eau en se remémorant la douleur fulgurante et l'humiliation d'avoir reçu du thé chaud. Pourtant, sous cette douleur vive se cachait une braise de détermination. Elle savait, au fond d'elle-même, qu'elle ne laisserait pas cet incident la définir. Pendant ce temps, derrière le comptoir, la présence de Clint Eastwood persistait comme une promesse discrète de protection. Il s'était retiré après s'être assuré que la menace immédiate avait disparu, mais son regard vigilant ne quittait jamais la scène. Son attitude calme et inflexible avait insufflé une lueur d'espoir à ceux qui avaient assisté à l'altercation. Même le député dont les mains tremblaient tandis qu'il prenait des notes et récitait les droits de Cyrus Bray semblait avoir trouvé un semblant de réconfort dans l'intervention d'Eastwood. Tandis que les ambulanciers soignaient les brûlures légères de Romalley, un journaliste local, carnet à la main, commença à poser des questions. Ces questions étaient douces mais persistantes, une quête de réponse dans une ville où une telle violence était un choc rare. Romalley, bien que toujours fragile et souffrante, raconta les détails aussi clairement qu'elle pouvait s'en souvenir chaque instant, depuis le moment où elle s'était assise jusqu'à l'acte soudain et horrible de l'agression de Cyrus. Sa voix, d'abord tremblante, gagnait en assurance à chaque mot. C'était comme si exprimer cette épreuve lui permettait de reprendre un peu le contrôle de sa vie. Au milieu des interrogatoires et du murmure des spectateurs inquiets, un sergent de police arriva pour prendre les lieux. Il commença méthodiquement à recueillir les témoignages, à prendre des photos du désordre et à récupérer la tasse de thé vide comme preuve. Son regard, endurci par des années de service, trahissait un mélange de détachement professionnel et d'inquiétude personnelle. Il assura à tous qu'il retrouverait Cyrus Bray, dont l'acte de cruauté irréfléchie ne resterait pas impuni. Pourtant, tandis qu'il parlait,
Sont-on porté un soupçon d'incertitude ou un indice qu'il pourrait y avoir plus sous la surface de cet incident qu'un simple acte de violence? À l'extérieur du restaurant, le bruit frénétique de la vie quotidienne persistait, comme pour chasser le souvenir de l'attentat. Des camions roulaient sur l'autoroute, et les voix lointaines des passants emplissaient l'air, promettant une journée normale. Mais à l'intérieur, les échos de ce moment violent avaient laissé une marque indélébile sur chaque âme présente. L'esprit de Romalley repensa au bref et poignant moment où Clint Eastwood s'était manifesté. Son intervention n'était pas seulement un acte d'héroïsme, c'était un rappel silencieux qu'il existait encore des gens prêts à s'opposer à la cruauté, même lorsqu'elle venait des sources les plus inattendues. Plus tard dans l'après-midi, tandis que les ambulanciers pansaient délicatement les brûlures de Riley et que la police commençait à rédiger ses rapports, elle se retrouva seule à une petite table près de la fenêtre. La lumière qui filtrait à travers la vitre poussiéreuse semblait scintiller, promettant un nouveau départ. Dans sa solitude, elle commença à griffonner dans un carnet usé ou une habitude qu'elle avait prise au cours de ses longs voyages sur des routes désertes. Les mots coulaient avec hésitation au début, tandis qu'elle évoquait ses sentiments de trahison et de vulnérabilité, mais peu à peu ils se transformèrent en une expression brute et cathartique de survie. Elle fut interrompue dans son écriture par un léger coup frappé à la porte. C'était Clint Eastwood, qui revenait dans le restaurant d'un pas calme et mesuré. Il s'arrêta à sa table, le regard empreint d'une empathie muette. Sans dire grand-chose, il lui offrit une veste de rechange tirée de son sac marin usé. « Il pourrait faire froid dehors », dit-il d'une voix basse et grave qui portait le poids d'innombrables histoires non racontées. Son geste simple, dénué de toute grande déclaration, en disait long à Romalley. C'était un homme attentionné, un homme qui était intervenu dans ses moments les plus sombres et qui était maintenant revenu pour s'assurer qu'elle allait bien. Ce soir-là, alors que le soleil disparaissait derrière les montagnes, projetant une chaude lueur ambrée sur la ville, Romalley s'autorisa enfin un moment de vulnérabilité. Elle s'assit avec Eastwood sur la véranda du restaurant, le murmure discret des conversations et le bourdonnement lointain de l'autoroute se fondant dans une berceuse apaisante. Ils parlaient peu. Ils partageaient plutôt ce silence que seuls ceux qui ont été témoins et ont survécu à un traumatisme peuvent apprécier. Dans cette communion silencieuse, Romy a commencé à entrevoir une voie à suivre, une vie non définie par la peur, mais par la résilience que l'on trouve dans le simple fait de survivre à un autre jour. Les événements de la journée l'avaient profondément bouleversée, mais au milieu du chaos et de la douleur, une graine de détermination avait germé. Romy était convaincue que son voyage n'était pas terminé. Bien que Cyrus Bray lui ait infligé une blessure à la fois physique et émotionnelle, elle ne la laisserait pas briser son courage. Grâce à la gentillesse inattendue d'un inconnu, Clint Eastwood, elle trouva une lueur d'espoir qui la poussa à tenir bon, même face au danger. Et tandis que la nuit s'approfondissait, enveloppant le restaurant d'une couverture de lumière des étoiles et de possibilités, elle commença à imaginer un avenir où les cicatrices du passé pourraient un jour devenir les insignes de force qui la guideraient vers un avenir plus brillant et plus sûr. Une fois le chaos du restaurant apaisé, le monde extérieur semblait à la fois étrangement indifférent et douloureusement conscient de la violence qui venait de se produire. Dans le doux murmure des radios de police et le hurlement lointain des sirènes, Clint Eastwood avançait avec un calme délibéré. Il escorta Romélie hors de l'entrée délabrée du restaurant, la guidant vers une ambulance qui attendait, garée discrètement sous un lampadaire isolé. Les ambulanciers, efficaces et doux, ont appliqué une compresse fraîche sur ses brûlures et lui ont enveloppé le visage de bandages, tandis qu'Eastwood veillait silencieusement à ses côtés. Son regard, fixe et pensif, portait la promesse discrète qu'elle n'était pas seule dans ce cauchemar qui se déroulait. À l'arrière de l'ambulance, tandis que le véhicule roulait lentement dans les rues baignées de soleil, l'esprit de Romy était submergé par un torrent d'émotions. La douleur cuisante du thé avait peu à peu laissé place à une conscience aiguë de sa vulnérabilité, mais aussi à une étincelle de résilience, à une détermination à ne pas se laisser définir par cet acte de cruauté. Chaque obstacle sur la route semblait faire écho aux souvenirs de blessures passées. Pourtant, au cœur de sa désorientation, une voix intérieure ferme la poussait à tenir bon, à croire que ce jour, aussi terrible soit-il, pourrait marquer un tournant dans son long et douloureux voyage. Au Desert View Motel, un établissement modeste à la peinture écaillée et au néon clignotant, Romélie fut doucement conduite dans une petite chambre propre. La climatisation ronronnait doucement et les murs, bien que nus, offraient un semblant d'abri contre la rudesse du monde extérieur. Tandis qu'elle s'installait sur le lit étroit, les événements de la journée défilaient en boucle dans son esprit comme une pellicule de film cassé. Dehors, le soleil implacable du Nevada commençait déjà sa descente, teintant l'horizon de nuances orange et violet profonds. Comme si le jour lui-même essayait de signaler que l'obscurité pouvait laisser place à la lumière. Clint Eastwood lui rendit visite plus tard dans la soirée.
Sans tambour ni trompette, il frappa doucement à la porte, et lorsqu'elle ouvrit, sa présence la rassura profondément dans le tumulte de ses pensées. Il la salua discrètement, puis s'assit sur une chaise solide près de la fenêtre. Au fil de leur conversation, Romélie raconta les détails crus de l'agression où chaque mot était une catharsis autant qu'un récit du traumatisme. Eastwood écoutait attentivement, son visage ridé ne trahissant aucun jugement, seulement une compréhension profonde et empathique qui semblait atteindre le cœur même de sa douleur. « Tu es plus fort que tu ne le penses, » dit-il doucement, sa voix rauque, à la fois autoritaire et bienveillante. Parfois, les moments les plus sombres ouvrent la voie au plus beau commencement. Ces paroles, mesurées et posées, commencèrent à ébranler la peur qui s'était si fermement enracinée dans son cœur. Pendant ce temps, à l'extérieur du motel, les autorités locales reconstituaient les événements de la journée. Le sergent de police arrivé plus tôt au restaurant passa des heures à sillonner le quartier, s'entretenant avec les camionneurs, les passants et même avec l'adjoint hésitant qui avait maladroitement rédigé son premier rapport. Dans la lumière assombrie du commissariat, un enchevêtrement de déclarations émergea des détails qui laissaient entrevoir un courant latent de tensions locales et de renseignements oubliés depuis longtemps. Des rumeurs commencèrent à circuler sur le passé de Cyrus Bray et ses liens avec les bas-fonds de la ville, et même des rumeurs laissant entendre une corruption plus profonde chez certains responsables locaux. Le sergent plissa les yeux en lisant les témoignages. Il était clair que cet incident était plus qu'un simple acte de violence spontanée. C'était la partie émergée d'un iceberg que la paisible ville avait tenté de dissimuler. Tandis que l'enquête progressait, Clint Eastwood mena discrètement ses propres enquêtes. Il se rendit au bureau du shérif local tôt le lendemain matin, discutant à voix basse avec un adjoint chevronné, habitué des petits drames de la petite ville. La réputation d'Eastwood le précédait, même parmi les hommes qui avaient passé des décennies à patrouiller ces chemins de traverse. Sa présence rappelait une époque de justice plus intransigeante. L'adjoint confia qu'il soupçonnait lui aussi depuis longtemps que des forces invisibles étaient à l'œuvre, des forces protégeant des hommes comme Cyrus de la rigueur de la loi. Bien que la conversation fût brève et empreinte de prudence, elle laissa Eastwood avec une détermination renouvelée à faire en sorte que justice soit non seulement rendue, mais aussi qu'elle serve de tournant pour toutes les personnes concernées. De retour dans sa chambre de motel, tandis que la nuit s'épaississait et que le vent murmurait des secrets par la fenêtre entr'ouverte, Romélie commença à consigner ses pensées dans un journal usé. L'acte d'écrire devint un réconfort, un moyen de transformer la douleur en but. À chaque ligne soignée, elle réaffirmait son engagement à ne pas laisser la peur dicter son avenir. Ces mots étaient empreints à la fois de tristesse et d'espoir, mêlant l'angoisse de ses récentes blessures à une fragile promesse de renouveau. Durant cette longue nuit, tandis que les couloirs du motel se taisaient et que la ville s'endormait sous le poids de ses secrets, le cœur de Romy commençait lentement à se rétablir. Les cicatrices de la journée étaient réelles à la fois visibles et cachées, mais elles s'accompagnaient d'un vivifiant sentiment de possibilité. Les interventions discrètes de Clint Eastwood et la solidarité inattendue entre inconnus avaient déclenché une chaîne d'événements promettant plus qu'une simple vengeance. Ils laissaient entrevoir un avenir où guérison et justice pourraient coexister. Ainsi, tandis que les premiers rayons de l'aube pointaient à l'horizon, projetant une douce lumière par sa fenêtre, Romélie comprit que ce n'était pas la fin de son histoire. Ce n'était qu'un chapitre douloureux d'un récit bien plus vaste, qu'elle se sentait désormais capable de réécrire. À cet instant, les vestiges brûlants de la peur furent peu à peu remplacés par la chaleur hésitante de l'espoir et la promesse que, malgré la profondeur des blessures, le chemin vers la guérison avait bel et bien commencé. Le lendemain matin, Romalet se réveilla au son lointain de la circulation et au doux bruissement du vent du désert par la fenêtre du motel. Les événements de la veille persistaient dans son esprit comme des ombres qui refusaient de s'éloigner. Son visage, désormais bandé et sensible, la faisait souffrir à chaque mouvement, et chaque contact de l'air frais contre sa peau lui apportait à la fois soulagement et douloureux souvenir de la cruauté de Cyrus Bray. Dans la solitude silencieuse de sa petite chambre, elle se surprit à relire les notes griffonnées à la hâte dans son journal usé, des notes qui racontaient chaque instant douloureux, chaque éclair de terreur et chaque gentillesse inattendue. Pourtant, au milieu de ces souvenirs, une incertitude tenace commençait à grandir. À l'autre bout de la ville, dans les couloirs éclairés au néon du bureau du shérif local, des murmures de mécontentement et de suspicion s'étaient enracinés. Le shérif Wamprobe, un homme robuste aux yeux aussi burinés que le désert lui-même, examinait les déclarations relatives à l'incident du restaurant lorsqu'un détail troublant attira son attention. L'une des déclarations, celle de l'adjoint Ellison Mlan, était pleine d'hésitation et de vagues souvenirs. Le rapport de Mlan était truffé d'incohérences, une erreur ici, un retard là, des détails qui semblaient peu caractéristiques d'un adjoint qui se targuait de ponctualité et de précision. L'intuition de Probe lui disait que quelque chose clochait.
Les mains tremblantes et la voix saccadée de l'adjoint lors de sa déclaration initiale n'étaient pas de simples signes de choc, elles laissaient entrevoir des secrets qu'il valait mieux taire. Déterminé à découvrir la vérité, le shérif Probe convoqua discrètement ses officiers les plus fidèles et lança une enquête interne. Tard dans l'après-midi, dans une salle d'interrogatoire exiguë, Probe confronta Mlan. Le visage tiré et pâle, l'adjoint tenta d'expliquer les instants qui avaient précédé son arrivée au restaurant. Il raconta d'une voix saccadée comment il finissait son déjeuner lorsque l'alarme avait sonné, et comment il avait ressenti une envie inexplicable de rester un instant de plus. Ses paroles étaient teintées de regret et de peur. Les enquêteurs écoutaient attentivement, les yeux plissés, tandis qu'il insistait pour obtenir des détails susceptibles de révéler un lien entre Mlan et la communauté de motards représentée par Cyrus Bray. L'adjoint devenait de plus en plus évasif à chaque question, et à mesure que l'interrogatoire se prolongeait, un silence pesant s'abattit sur la salle, un silence plus éloquent que n'importe quelle accusation. Pendant ce temps, au motel, Romalley était assise au bord de son lit étroit, les événements de la veille tourbillonnant dans son esprit. Clint Eastwood lui avait rendu une brève visite, sa présence calme lui offrant une promesse silencieuse de protection. Pourtant, ces paroles de la veille résonnaient dans ses pensées, la justice doit être vue, même lorsque des forces occultes œuvrent dans l'ombre. Elle se souvenait du regard troublant du député Mlan, de la façon dont ses mains tremblaient comme s'il luttait contre un trouble intérieur. Ce souvenir, combiné aux murmures entendus parmi le personnel du motel au sujet de la corruption locale, l'incita à faire un pas en avant pour découvrir la vérité. Incapable de se défaire du sentiment que le comportement de l'adjoint n'était pas seulement dû à la peur, Romalley décida d'aller discrètement trouver Ellery Quimby, la gentille serveuse du restaurant dont la voix douce avait apaisé les clients terrifiés. Autour d'une tasse de café léger, dans un coin tranquille du Rusted Trail dîner désormais marqué par les vestiges du chaos de la veille, Ellery lui confia ses soupçons. Dans une voix douce et tremblante, elle révéla que des rumeurs circulaient depuis longtemps sur les liens étroits de Mlan avec les gangs de motards locaux et qu'il avait, à plusieurs reprises, semblé fermer les yeux sur des délits mineurs. Les yeux d'Ellery brillaient d'un mélange de tristesse et d'indignation, et Romy réalisa que le secret du député était peut-être plus profond que quiconque ne l'avait imaginé. Poussé par la peur et une détermination retrouvée, Romalley aborda Clint Eastwood plus tard dans la journée. Ils se retrouvèrent sur le parking près du motel, le désert s'étendant autour d'eux en vagues infinies et scintillantes. D'un ton mesuré et pensif, Romélie partagea le récit d'Ellery et le sentiment tenace que Mlan n'était pas aussi innocent qu'il en avait l'air. Le regard d'Eastwood se durcit légèrement, promesse silencieuse que la vérité ne resterait pas dans l'ombre. « Nous ne pouvons pas laisser la corruption s'envenimer, dit-il d'une voix basse et résolue. S'il y a une part de vérité dans ces rumeurs, alors nous devons la révéler haut pour votre bien et celui de la communauté. » Ce soir-là, alors que le crépuscule laissait place à une nuit fraîche et étoilée, l'enquête interne du shérif Probe atteignit un tournant décisif. Confronté à des preuves de plus en plus nombreuses provenant de sources multiples y compris des récits contradictoires d'autres adjoints et des témoignages de riverains, Probe organisa une rencontre discrète avec Eastwood. Dans une arrière-salle silencieuse et suréclairée du bureau du shérif, les deux hommes échangèrent des propos mesurés. Eastwood détailla ce que Romalley avait entendu, tandis que Probe racontait ses propres soupçons grandissants sur le comportement de Mlan. L'atmosphère était lourde d'une compréhension tacite. Si l'adjoint était effectivement mêlé au gang de motards, cela compromettrait non seulement l'enquête sur l'agression de Cyrus Bray, mais pourrait aussi révéler un réseau de corruption plus vaste menaçant l'ordre fragile de leur petite ville. À la fin de la réunion, un plan était mis en œuvre. Les enquêteurs s'engageaient à réinterroger les témoins du restaurant, et Eastwood acceptait de surveiller de près tout mouvement inhabituel parmi les forces de l'ordre local. Leur alliance était pragmatique, fondée sur le respect mutuel et un engagement commun en faveur de la justice. Le sort du député semblait désormais lié à celui de la communauté entière, une communauté désespérée de croire que les méchants pouvaient être démasqués et que même dans les coins les plus sombres du désert, la vérité et l'intégrité pouvaient prévaloir. Alors que la nuit s'écoulait, Romélie restait éveillée dans sa chambre de motel, le doux bourdonnement du climatiseur se mêlant au bruissement du vent du désert. Les événements de la journée avaient révélé plus de souffrance et de trahison qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Pourtant, au milieu de cette tourmente, une étincelle de détermination brûlait en elle. Elle comprit que son parcours ne se résumait plus à survivre à une attaque. Il s'agissait désormais de s'opposer à un système qui laissait la cruauté et la corruption prospérer. Et tandis que les premiers rayons de l'aube pointaient à l'horizon, annonçant un jour nouveau, Romalley sentit que c'était peut-être le moment où son histoire allait commencer à changer, où elle sortirait des ténèbres de son passé pour s'engager dans un avenir fait de courage et d'espoir. À l'aube,
la lumière crue révélait bien plus que le relief accidenté du désert, elle révélait les profondes failles dans la confiance de la petite ville. Le shérif Probe avait passé une nuit agitée à éplucher les témoignages et à murmurer des rumeurs. Au petit matin, il était déterminé à percer les contradictions de l'adjoint. Dans son bureau exigu du commissariat, une masse de documents jaunis et de notes griffonnées à la hâte gisait sur un bureau défoncé. Le regard d'acier de Probe scrutait chaque détail avec une fureur silencieuse, comparant les versions contradictoires de l'incident du restaurant. Les révélations de la veille se transformaient en quelque chose de bien plus insidieux, un réseau de corruption qui avait rendu les autorités locales complices des tactiques d'intimidation du gang de motards. Pendant ce temps, Clint Eastwood n'avait pas quitté la ville. Il préférait rester en marge, sa présence étant un symbole silencieux d'intégrité. Il rencontra le shérif Probe sur un terrain vague derrière le commissariat, où le soleil matinal dessinait de longues ombres dramatiques. Les deux hommes parlèrent à voix basse et mesurée tandis que Probe révélait les incohérences troublantes du rapport de l'adjoint Mlan. Son histoire est plus complexe qu'il ne le laisse paraître, a déclaré Probe, la voix rauque, emplie d'une colère contenue. J'ai entendu dire que Mlan fermait les yeux ou pire, protégeait activement ses motards. Le regard d'Eastwood se durcit à la mention du nom du député, le souvenir de cette incertitude tremblante gravée dans son esprit. Nous ne pouvons pas laisser la corruption s'envenimer, a-t-il répondu. Si nous ne dénonçons pas cette corruption maintenant, elle se propagera comme une traînée de poudre. Parallèlement, Romélie se retrouva aux prises avec son propre mélange de peur et de détermination. Déterminée à ne pas rester une victime silencieuse, elle commença à solliciter des voix de confiance au sein de la communauté. Au téléphone avec Elric Quimby, elle apprit l'existence de réunions secrètes tenues par des habitants de longue date qui avaient vu le côté sombre de la ville. On dit que Mlan n'est pas le seul à avoir été compromis, confia Elric à voix basse. Certains disent même que des commerçants locaux et quelques membres du conseil municipal seraient de mèche avec le gang de motards. Il les protège en échange de faveurs. Le poids de ces mots pesait sur Romélie. Elle griffonnait furieusement des notes dans son journal usé, déterminée à capturer chaque fragment de conversation entendue, chaque indice subtil susceptible de révéler l'ampleur de la corruption. Plus tard dans la matinée, Eastwood, accompagné du shérif Probe, se rendit à un point de rendez-vous discret en bordure de la ville. Ils rencontrèrent un informateur réticent, un ancien officier nommé Jonas Caldwell, dont la démission avait été motivée par une crise de conscience. Jonas, le visage marqué par le regret et la fatigue, accepta de se retrouver à l'ombre d'un vieil entrepôt, à l'abri des regards indiscrets. Sous les poutres squelettiques de la structure délabrée, il parla à voix basse, racontant comment le député Mlan avait été vu échangeant des mots concis avec des membres connus du gang de motards dans un parking isolé. « Je l'ai vu tard un soir », se souvient Jonas, les yeux baissés comme s'il avait honte de se souvenir. Il a remis une enveloppe scellée à l'un de ces types. Je ne sais pas ce qu'elle contenait, mais il était clair qu'il jouait sur les deux tableaux. Eastwood écoutait attentivement, la mâchoire serrée à chaque mot. Les révélations de l'informateur dressaient un tableau accablant, la trahison d'un adjoint n'était pas un acte isolé, mais un maillon d'une chaîne de collusion menaçant l'ordre public. De retour au motel, Romélie était assise près de sa fenêtre, regardant le désert s'éveiller, ses pensées tourbillonnant comme les tempêtes de poussière qui balayaient parfois la ville. Dans son journal, elle détaillait chaque conversation, chaque observation qu'il s'agisse d'une voiture suspecte garée au ralenti près du restaurant ou d'échanges feutrés entre visages familiers dans la rue. Déterminée à trouver sa propre voie dans l'obscurité grandissante, elle décida d'assister à une réunion communautaire ce soir-là. Les habitants, enhardis par les récents événements, avaient organisé une réunion publique improvisée pour discuter de la montée de la corruption et de la violence. Malgré son appréhension, Romélie savait qu'il était essentiel de s'exprimer, même si cela impliquait de raviver les douloureux souvenirs de l'attaque. Ce soir-là, la mairie s'est réunie dans un modeste centre communautaire au plancher grinçant et aux lumières tamisées et vacillantes. L'atmosphère était tendue, mais déterminée. Des voix, longtemps étouffées par la peur, se sont maintenant rassemblées avec ferveur, exigeant des comptes. Le shérif Probe prit la parole, scrutant la salle, peuplée de visages burinés et de lueurs d'espoir. Il détailla les conclusions préliminaires de son enquête interne et promit une enquête approfondie sur les agissements de l'adjoint Mlan. Il ne s'agit pas seulement d'un policier, a-t-il déclaré d'une voix pleine de conviction. Il s'agit de restaurer la confiance dans notre communauté et de veiller à ce que ceux qui abusent de leur pouvoir soient tenus responsables. La foule murmura son accord, leur détermination collective se mêlant à une colère sourde. Au milieu de l'assemblée, Romélie se leva timidement. Bien que sa voix tremblait au début, elle raconta avec une clarté saisissante son calvaire au restaurant,
comment le thé brûlant avait non seulement brûlé sa peau, mais avait aussi allumé en elle une étincelle de lutte contre l'injustice. Ces mots, crus et sans filtre, trouvèrent un profond écho auprès des personnes présentes. Quelques-uns hochèrent la tête d'un air entendu, tandis que d'autres essuyaient leurs larmes, conscients du courage qu'il leur avait fallu pour se lever et parler. Clint Eastwood, venu incognito pour observer les débats, s'attardait au fond de la salle. Sa présence, bien que discrète, donnait un poids palpable aux propos échangés ce soir-là. Après la réunion, tandis que les résidents sortaient en promettant une vigilance accrue, plusieurs s'approchèrent d'Eastwood. Ils murmurèrent des remerciements et firent par d'autres témoignages de comportements suspects ou des bribes d'informations confirmant les dires des informateurs. Il est devenu évident que la corruption était un problème systémique, qui nécessiterait un effort concerté de tous les secteurs de la communauté pour être démantelé. Alors que la nuit avançait et que le centre communautaire se vidait, le shérif Probe, Eastwood et un petit groupe de fidèles habitants se sont réunis dans une salle privée pour élaborer une stratégie. Ils ont discuté des plans d'enquête complémentaires, d'éventuels audits des activités de l'adjoint et des moyens de renforcer la confiance de la ville envers les forces de l'ordre. La conversation a porté sur la logistique permettant de recueillir plus de preuves en toute sécurité, sans alerter ceux qui pourraient tenter de taire la vérité. Eastwood, toujours pragmatique, a souligné l'importance de travailler tranquillement et méthodiquement. « Nous devons être implacables, mais discrets », a-t-il déclaré, le regard brûlant de détermination. Si nous dénonçons ce réseau de corruption, nous pourrons rétablir la justice, non seulement pour Raleigh, mais pour chaque citoyen de cette ville. Lors de cette réunion privée tendue, des alliances se sont forgées et des plans ont été mis en œuvre. Le shérif a promis de réaffecter une équipe d'agents impartiaux pour enquêter sur les agissements de Mlan et de collaborer avec les autorités fédérales si nécessaire. Eastwood a juré de suivre de près le déroulement de la scène, tandis que Romilly, enhardie par le soutien dont elle bénéficiait, a accepté de partager son récit avec les médias locaux afin de maintenir la pression sur ceux qui se réfugiaient derrière le pouvoir. Même si le chemin à parcourir était semé d'incertitudes et de dangers, la détermination collective dans cette salle a marqué le début d'une croisade contre l'injustice. Alors que minuit approchait et que le petit groupe de chercheurs de vérité se dispersait dans la fraîche nuit du désert, un sentiment renouvelé de détermination emplissait l'air. Les premiers pas concrets vers la dénonciation de la corruption avaient été franchis, et malgré les cicatrices de la violence et de la trahison, l'espoir émergeait une lumière fragile mais vive face aux ténèbres qui s'installaient. Pour Romilly, le shérif Probe, Clint Eastwood et tous les citoyens prêts à se mobiliser, la bataille pour la justice ne faisait que commencer. Et ils étaient prêts à affronter tout ce que le désert pourrait leur réserver. Dans les jours qui suivirent la réunion publique, l'atmosphère dans la petite communauté du désert devint à la fois tendue et prudente. Les rumeurs de corruption, autrefois murmurées parmi les habitants méfiants, étaient désormais des preuves irréfutables. Le shérif Probe, déterminé à éradiquer la corruption, lança une série d'interrogatoires secrets avec quiconque avait été confronté au comportement inhabituel de l'adjoint Mlan. Tard par une soirée humide, dans une arrière-salle du commissariat, Probe examina des dizaines de témoignages. Son regard, fatigué mais déterminé, parcourut des détails qui dressaient un tableau sombre, des cas où Mlan ignorait des délits mineurs, des retards inexpliqués lors d'appels de routine, et même des rencontres avec des individus connus pour leur affiliation à des gangs de motards locaux. Pendant ce temps, Clint Eastwood effectuait discrètement des rondes dans la communauté, sa présence étant à la fois un réconfort silencieux et un défi muet pour ceux qui se croyaient au-dessus des lois. Un soir, sous les néons vacillants d'une station-service presque déserte, il rencontra Jonas Caldwell, l'ancien policier démissionnaire en disgrâce. Le visage de Jonas, marqué par le regret et endurci par des années de secrets, trahissait peu de choses lorsqu'il raconta la nuit où il avait vu l'adjoint Mlan remettre une petite enveloppe cachetée à un proche de Cyrus Bray. L'entrepôt où cet échange avait eu lieu, expliqua-t-il, était niché à la périphérie de la ville, vestige oublié du déclin industriel qui servait désormais de point de rendez-vous à des transactions douteuses. Jonas décrivit la scène avec minutie, la fraîcheur nocturne, la lumière crue d'un unique lampadaire et les regards furtifs échangés entre Mlan et un homme costaud à l'avant-bras tatoué. Sa voix tremblait lorsqu'il parla de l'enveloppe aux témoins silencieux de crimes dissimulés derrière des sourires bureaucratiques et des uniformes usés. La mâchoire d'Eastwood se serrait à chaque mot, et il promettait qu'aucune pierre ne serait laissée de côté. « Si nous pouvons prouver ce lien, » murmura Eastwood, « nous pourrons commencer à démanteler ce réseau pièce par pièce. » Parallèlement, Romilly se sentait de plus en plus impliqué dans l'enquête. Bien que toujours marquée par les cicatrices physiques et émotionnelles de l'agression du restaurant, elle avait développé une détermination farouche à ne pas laisser l'injustice perdurer. Tard le soir,
lorsque le silence régnait dans la chambre du motel, à l'exception du ronronnement du climatiseur, elle s'asseyait près de la fenêtre et notait chaque détail dans son journal usé. Elle a consigné des bribes de conversations entendues dans la rue, des regards étranges de voisins, et même les mouvements subtils des voitures qui semblaient encercler le restaurant longtemps après que le chaos se soit apaisé. Chaque observation devenait une pièce du puzzle ou un petit indice apparemment insignifiant qui, combiné à d'autres, pouvait révéler l'ampleur de la corruption. Sa persévérance a vite porté ses fruits. Par une froide soirée, alors qu'il attendait un changement d'équipe tardif à l'épicerie du coin, Romélie entendit deux employés discuter d'une réunion inhabituelle dans le vieux quartier des entrepôts. Les hommes parlèrent à voix basse d'une livraison prévue ce soir-là, une livraison d'enveloppes et d'argent liquide, prétendument dans le cadre des opérations clandestines du gang de motards. Le cœur battant, elle nota chaque détail, les numéros de plaques d'immatriculation, l'heure et même une vague description du lieu. Cette nuit-là, malgré sa peur persistante, Romélie décida de suivre la piste. Vêtue d'une simple veste et armée seulement d'un petit enregistreur numérique, elle s'aventura vers le quartier des entrepôts par des rues sombres et silencieuses, veillant à rester invisible. De retour au poste de police, le shérif Probe et sa petite équipe commencèrent à coordonner une opération secrète. Ils prévoyaient de surveiller l'entrepôt où Jonas avait assisté à la réunion de Mlan, dans l'espoir de surprendre l'adjoint ou l'un de ses complices en flagrant délit d'échange illicite. La voix de Probe était basse et mesurée alors qu'il exposait le plan, soulignant la nécessité d'une discrétion absolue. « Nous avons affaire à des gens dangereux », a-t-il averti. Un faux pas pourrait les alerter. Les officiers, le visage sombre et déterminé, se dispersèrent tranquillement dans la nuit. À l'entrepôt, sous la lueur fantomatique d'un unique lampadaire, le temps semblait s'étirer indéfiniment. Les murs de béton fissurés et les portes métalliques rouillées du bâtiment formaient une silhouette menaçante sur le ciel étoilé. Cachée dans l'ombre, une petite équipe d'agents attendait, scrutant du regard chaque mouvement, chaque lueur derrière les vitres poussiéreuses. Quelques instants plus tard, une voiture s'arrêta lentement, phare baissé pour éviter d'attirer l'attention. L'adjoint Mlan en sortit, la posture tendue, le regard nerveux. Il se dirigea vers une entrée latérale où un homme costaud, à la barbe fournie et aux bras tatoués, l'attendait déjà. Ils échangèrent un bref signe de tête furtif. Mlan lui tendit une petite enveloppe, la main tremblante. De son poste d'observation éloigné, Romélie observait, le cœur battant si fort qu'elle craignait de la trahir. Chaque détail, la voix tremblante de Mlan, la poigne brutale de l'homme sur son bras s'est gravée dans sa mémoire. Elle serrait fermement son enregistreur, déterminée à ce que cette preuve ne disparaisse pas dans la nuit. L'échange prit fin aussi soudainement qu'il avait commencé. Mlan se dépêcha de regagner sa voiture, et l'homme corpulent disparut dans le dédale des ruelles. L'opération ne s'arrêta pas là. À l'aube, les policiers sécurisèrent la zone, récupérèrent l'enveloppe et placèrent Mlan en garde à vue pour un interrogatoire plus approfondi. La preuve était accablante, un petit bout de papier qui, après examen, révélait des messages codés reliant Mlan à plusieurs criminels locaux. Le froncement de sourcils du shérif Probe s'accentua lorsqu'il réalisa l'ampleur de la trahison. L'adjoint, autrefois considéré comme simplement effrayé ou incompétent, était désormais exposé comme un participant volontaire à un réseau de corruption. Plus tard ce matin-là, dans une salle d'interrogatoire sombre du commissariat, l'adjoint Mlan était assis en face du shérif Probe et de Clint Eastwood. La pièce était silencieuse, à l'exception du tic-tac rythmé d'une horloge usée accrochée au mur. Les yeux de Mlan, cerclés de rouge et emplis d'un mélange torturé de défi et de remords, parcouraient la pièce comme s'il cherchait une échappatoire. Sous la pression incessante des questions et le poids des preuves irréfutables, il commença à s'effondrer. Sa voix tremblait et cassait tandis qu'il racontait les événements qui l'avaient conduit à franchir la ligne, une série de coercitions, des menaces de la part de hauts responsables du réseau de motards et le besoin désespéré de protéger sa peau des représailles. Chaque mot s'est répandu dans une confession douloureuse qui le dépeignait à la fois comme une victime et un bourreau, pris dans les rouages d'un système qui avait depuis longtemps abandonné son devoir de justice. Clint Eastwood écoutait avec une intensité silencieuse, son regard d'acier ne quittant jamais le visage de Mlan. Lorsque l'adjoint se tut enfin, épuisé et vaincu, Eastwood parla d'une voix basse et ferme. « La corruption a tendance à tout contaminer si on la laisse s'envenimer », a-t-il déclaré. « Aujourd'hui, nous avons fait un pas vers l'assainissement de cette ville. Mais il reste encore beaucoup à faire. » Ces paroles, bien que mesurées, portaient le poids d'un homme qui avait vu trop de choses pour se laisser facilement influencer. À la fin de cette longue journée, les efforts collectifs de Romélie, de l'équipe du shérif et de la quête incessante de la vérité d'Eastwood avaient porté leurs fruits. L'enveloppe et son contenu étaient désormais analysés,
et des rumeurs de nouvelles arrestations commençaient à circuler. Au milieu de la tourmente, Romélie éprouvait un sentiment croissant de pouvoir. Le passage du statut de victime à celui de résistant actif avait commencé, et à chaque preuve découverte, le sombre réseau de corruption commençait à s'effondrer ou ne serait-ce que légèrement. Alors que le crépuscule s'abattait à nouveau sur la ville, un fragile espoir prenait racine. La bataille était loin d'être terminée, et les forces de la corruption rôdaient encore dans l'ombre. Mais les habitants de cette petite ville du désert avaient fait leur premier pas décisif vers la reconquête de leur communauté. Dans cette lueur hésitante de détermination, Romélie réalisa que même les blessures les plus profondes pouvaient être guéries, lorsque la vérité était autorisée à briller à travers l'obscurité. Alors que l'enquête prenait de l'ampleur, la tension était à son comble dans la nuit étouffante du désert. Des rumeurs d'activités illicites supplémentaires étaient parvenues aux oreilles du shérif Probe et de son équipe dévouée, et un plan fut élaboré pour affronter de front le cœur du réseau de motards. Dans une étendue isolée de terre aride, où l'autoroute se confondait avec l'horizon sans fin, une réunion clandestine a été programmée entre des personnalités clés, une réunion qui allait préparer le terrain pour l'affrontement que beaucoup dans la ville avaient à la fois craint et anticipé. Clint Eastwood, le shérif Probe et une petite troupe déterminée d'agents se dirigèrent en silence vers une station-service abandonnée, devenue un repère de motards. La lune était basse dans le ciel, sa pâle lumière projetant de longues ombres inquiétantes sur l'asphalte craquelé et les champs poussiéreux. Romélie, dont le rôle était passé de simple victime à lanceur d'alerte inattendue, serrait son journal abîmé tandis qu'elle était escortée vers un lieu sûr par des habitants de confiance. Malgré la douleur persistante et les bleus visibles et cachés, une nouvelle détermination s'était enflammée en elle. C'était l'occasion pour elle de reprendre sa voix, de témoigner contre la corruption qui avait empoisonné sa vie pendant si longtemps. Au point de rendez-vous, l'ambiance était électrique. Les officiers prirent position avec une précision militaire, dissimulés derrière des structures délabrées et des groupes de véhicules rouillés, tandis que le shérif Probe coordonnait ses opérations avec les répartiteurs pour s'assurer que des renforts étaient prêts à intervenir. La présence d'Eastwood discrète mais indéniable donnait un air sérieux à la mission. Il fit un dernier signe de tête à Probe, et ensemble, ils se dirigèrent furtivement vers la station-service, où, selon la rumeur, le dernier échange illicite aurait eu lieu. À l'intérieur de la gare, la tension était palpable. Un groupe de motards s'était rassemblé, leurs voix échauffées résonnant dans l'espace caverneux et obscur. L'air sentait l'essence et la sueur froide, ponctuée par l'odeur métallique de la tension. Au centre se tenait Ephraim, Ghost, Mason, le regard froid et calculateur, supervisant la transaction, flanqué de plusieurs hommes de main à l'air brutal. Leur attitude maussade et les signaux silencieux échangés au sein du groupe montraient clairement qu'ils se croyaient intouchables. Ils étaient un microcosme du réseau plus vaste, l'incarnation même de la défiance envers les autorités. Le moment où l'équipe secrète franchit le périmètre fut presque cinématographique. La voix du shérif Probe, mesurée mais résolue, résonna dans un haut-parleur dissimulé, exigeant que tous se rendent immédiatement. Pendant un bref instant de tension, un silence s'installa tandis que les motards échangeaient des regards surpris. Les lèvres de Ghost se retroussèrent en un ricanement, et l'un de ses hommes leva la main vers son arme. Mais avant que la situation ne dégénère, Clint Eastwood surgit de l'ombre. Sa présence, calme et inflexible, sembla stopper momentanément la vague d'agression. D'une voix basse et autoritaire, porteuse d'années de sagesse durement acquise, il parla. « C'est votre dernière chance. Déposez les armes et éloignez-vous de la violence avant qu'elle ne vous consume tous. » Un silence pesant s'abattit, seulement troublé par le murmure lointain du vent du désert. Les yeux de Ghost brillaient d'un mélange de défi et de résignation réticente. D'un geste sec, il ordonna à ses hommes de baisser leurs armes. Alors que le bruit des sirènes s'intensifiait, la détermination des motards s'effritait. Un à un, ils commencèrent à baisser les bras, le visage voilé par un mélange de soulagement et d'amertume, tandis qu'ils étaient rapidement menottés par les policiers qui les attendaient. La station-service, autrefois épicentre d'échanges illicites et d'agressions débridées, se transforma en une scène de reddition feutrée. Dans le chaos qui s'ensuivit, Eastwood évolua délibérément parmi les membres du gang, assailli. Son regard ne quitta jamais Ghost, séparé de ses complices et désormais assis contre un mur crasseux, le regard vide mais vacillant d'une colère résiduelle. Le shérif Probe commença à interroger les motards arrêtés. Au milieu d'un déluge de questions et de déclarations contradictoires, des preuves furent recueillies qui allaient bientôt démanteler une partie importante du réseau de motards. Chaque arme saisie, chaque enveloppe froissée contenant des instructions codées, contribua à étayer l'affaire, une affaire qui promettait de révéler l'ampleur de la corruption locale et les alliances impies qui avaient prospéré dans l'ombre du désert.
Dehors, Romélie observait le déroulement des événements derrière une barricade, le cœur battant à tout rompre, entre peur et euphorie. Son enregistreur captait chaque mot murmuré, chaque claquement de menottes et le ton ferme et inébranlable d'Eastwood s'adressant aux criminels maîtrisés. Ce spectacle était plus qu'une simple opération policière. C'était une prise de conscience, un tournant dans la lutte contre les forces retranchées qui terrorisaient depuis longtemps la communauté. À cet instant, elle ressentit une immense fierté. Ces petits actes de bravoure avaient contribué à démasquer un réseau qui avait manipulé des vies avec une efficacité impitoyable. Alors que la poussière retombait et que les premières lueurs de l'aube commençaient à chasser les ombres de la nuit, les motards arrêtés furent embarqués dans des véhicules banalisés. Le shérif Probe et son équipe, bien que fatigués, affichaient un sourire discret et déterminé ou une reconnaissance fugace et muette d'une victoire durement gagnée. Clint Eastwood, debout au milieu des vestiges de la confrontation, s'accorda un bref instant de réflexion. Il savait que si cette victoire était significative, elle n'était qu'une bataille parmi d'autres dans une guerre plus longue contre la corruption et la cruauté. Pourtant, alors qu'il regardait l'horizon du désert, où les premiers rayons dorés du soleil perçaient l'obscurité, il ressentit un sentiment renouvelé de détermination. Romy, plus déterminé que jamais, serrait son journal contre elle comme un talisman. Les événements de la nuit s'étaient gravés dans son âme, la transformant de victime en défenseur déterminé de la justice. L'affrontement avait non seulement désamorcé la menace immédiate, mais avait aussi allumé une étincelle au sein de la communauté, une volonté collective de reconquérir leur ville de l'emprise de ceux qui semblaient autrefois invincibles. Alors que la matinée s'annonçait prometteuse d'un nouveau départ, la petite ville commença à respirer un peu plus. Le succès de l'opération, renforcé par la détermination inébranlable d'hommes comme Eastwood et Probe, déclencha une réaction en chaîne de responsabilisation et de réforme. Et pour Romélie, le voyage qui avait débuté par une violence indicible s'orientait désormais vers la guérison, l'autonomisation et la quête inébranlable de la vérité. À l'aube, sur la ville désormais silencieuse, les vestiges du chaos de la nuit précédente semblaient se dissoudre dans l'air calme et frais. Aux premières lueurs du jour, l'opération du shérif Probe touchait à sa fin. Les motards arrêtés, leurs transactions illicites et les preuves accablantes de corruption avaient été saisies et faisaient désormais l'objet d'une enquête qui se déroulait rapidement. Les rues autrefois tendues de la petite communauté du désert ont commencé à s'animer d'un espoir prudent, comme si le goût amer de la peur cédait enfin à la promesse d'un renouveau. Romalet se réveilla dans sa modeste chambre de motel, le souvenir de chaque détail encore vif, chaque douleur atroce, chaque confession murmurée, chaque instant fugace de courage qui avait contribué à rétablir l'équilibre. Les bleus sur son visage s'étaient estompés pour laisser place à une légère rougeur, rappel de l'agression et de la résilience acharnée qu'il avait portée à bout de souffle. Assise à sa petite fenêtre, regardant le soleil monter lentement sur les collines arides, elle sentit une détermination silencieuse se solidifier en elle. Chaque note de son journal usé racontait désormais non pas une histoire de victimisation, mais de transformation à un voyage de la souffrance silencieuse à la résistance pleine de force. Plus tard dans la matinée, Romalet s'est rendu au centre communautaire, où la réunion publique avait eu lieu quelques jours plus tôt. Le centre bourdonnait d'activités, les habitants, encore sous le choc des récents événements, se réunissaient pour discuter des moyens de rétablir la confiance et de reconstruire leur communauté meurtrie. Dans un coin, un homme âgé au regard bienveillant et buriné organisait un petit comité d'habitants volontaires pour des programmes de surveillance de quartier et des audits communautaires. Dans un autre, un groupe de femmes partageait des histoires de difficultés passées et murmurait des projets de réseau de soutien pour aider les personnes en danger. L'air était chargé d'un optimisme prudent, chacun étant déterminé à faire en sorte que l'obscurité qui avait régné autrefois ne jette plus jamais une ombre aussi oppressante sur sa vie. Clint Eastwood, dont l'intervention discrète avait déclenché la chaîne d'événements qui avait mené à ce jour, avait quitté la ville quelques jours plus tôt. Mais son influence était encore palpable. Plusieurs habitants se souvenaient de ses mots d'adieu avec révérence, et sa présence constante et inflexible avait ravivé la foi en la possibilité de la justice, même face à une corruption profondément ancrée. Le shérif Probe, fort des preuves recueillies lors des opérations secrètes et des témoignages courageux d'anciens policiers et de simples citoyens, s'est engagé à poursuivre l'enquête rigoureuse. Sa promesse, faite lors d'une réunion avec les dirigeants locaux et diffusée sur la modeste station de radio de la ville, a résonné avec une urgence qui ne laissait place à aucun compromis. Aujourd'hui, a-t-il déclaré, nous sommes unis, non pas en tant qu'individus isolés, mais en tant que communauté déterminée à reconquérir nos rues et notre honneur. Dans les jours qui suivirent, la ville commença à connaître des changements tangibles. Le député Mlan, désormais sous enquête fédérale, fut accusé, ce qui eut un retentissement au sein des forces de l'ordre local,
entraînant une purge plus large des fonctionnaires corrompus. L'influence du gang de motards, autrefois considéré comme inattaquable, fut progressivement démantelée, grâce à l'arrestation de personnalités clés et au démantèlement de leurs réseaux illicites par une coalition d'agents déterminés et de citoyens vigilants. Les commerces locaux, auparavant réduits au silence par l'intimidation, ont commencé à rouvrir avec un nouveau sentiment de sécurité. Même le Rusted Trade Diner, autrefois théâtre des violences qui avaient bouleversé la vie de Romaley, est devenu un symbole de résilience, un lieu où les survivants se réunissaient, partageaient leurs histoires et commençaient lentement et douloureusement à guérir. Romaley, désormais reconnue non seulement comme une survivante, mais aussi comme une voix du changement, s'est retrouvée invitée à prendre la parole lors de réunions communautaires et dans les écoles locales. Son récit de douleur, autrefois fragile, s'est transformé en un puissant témoignage sur la force nécessaire pour résister à l'injustice. Chaque fois qu'elle racontait son expérience sur l'attaque atroce, le choc de la trahison de la part d'un protecteur et, finalement, le soutien qui l'avait aidé à retrouver sa dignité où elle inspirait d'autres personnes à s'exprimer et à exiger des comptes. Ces paroles, douces mais fermes, trouvaient un écho auprès de ceux qui avaient longtemps cru que la peur était la seule constante dans leur vie. Lors d'un rassemblement particulièrement émouvant au centre communautaire, Romaley a partagé sa vision d'un avenir où chaque citoyen serait habilité à demander des comptes aux corrompus. Nous portons peut-être des cicatrices, dit-elle d'une voix tremblante d'émotion, mais ces cicatrices nous rappellent que nous avons survécu, que nous refusons de nous taire. Elles sont la marque de notre force, le symbole que nous pouvons et que nous allons reconstruire ce qui a été brisé. Son discours a été accueilli par des applaudissements chaleureux et des hochements de tête emplis de larmes et de compréhension. À cet instant, la communauté a compris que la voie de la guérison ne résidait pas seulement dans la justice, mais aussi dans l'autonomisation et l'unité collective. Au fil des semaines et des mois, la ville s'est lentement transformée. De nouveaux dirigeants locaux, attachés à la transparence et à l'équité, ont émergé, et des réunions municipales régulières sont devenues un pilier de la vie civique. Les coulisses autrefois obscures du pouvoir dans cette petite ville du désert étaient désormais ouvertes à la surveillance, et chaque citoyen a appris que même les chapitres les plus sombres pouvaient être réécrits avec vérité et courage. Rommel continua de documenter son parcours dans son journal, témoignage vivant que même après les actes de violence les plus brutaux, l'espoir pouvait être trouvé et nourri. Par une chaude soirée, alors que le soleil disparaissait derrière les montagnes et peignait le ciel de teintes dorées et lavande, Rommel était assise sur le porche du centre communautaire. Entourée d'amis, de voisins et de ceux qui étaient autrefois des étrangers dans une ville en proie à la peur, elle ressentait un immense sentiment d'appartenance. L'air était empli de rires doux, de musique douce et de la promesse partagée d'un avenir fondé sur le respect et la confiance mutuelle. Dans ce moment de tranquillité, elle s'autorisa une profonde inspiration, sachant que son voyage était loin d'être terminé, mais qu'elle avait enfin trouvé un endroit où elle pouvait vraiment commencer à guérir. Le désert, avec toute sa rudesse et sa beauté, avait enseigné à la communauté une leçon inestimable, même dans un monde marqué par la cruauté et la corruption, l'esprit humain pouvait s'élever, inébranlable et résolu. Et tandis que les étoiles émergeaient pour éclairer l'étendue infinie de la nuit, les yeux de Rommel brillaient avec la certitude tranquille que la justice, la guérison et l'espoir avaient finalement pris racine.